Dans cette période d'exagération technologique autour de l'IA, justement dénoncée par Ed Zitron, l'AGI, intelligence artificielle générale, et la singularité sont dans l'air du temps. J'ai voulu savoir s'il s'agissait d'un fantasme ou d'une réalité atteignable. Pour cela, je me suis tourné vers Jean-Gabriel Ganassia, dont j'avais énormément apprécié le livre de 2019, Le mythe de la singularité. Au passage, j'ai appris au cours de cette causerie à distinguer ces deux termes. Cette interview a permis de remettre beaucoup de pendules à l'heure, notamment pour ce qui est des notions d'intelligence et de conscience. Mais sa conclusion frappante est sans doute qu'il faut certainement moins se méfier, à l'instar de Ray Bradbury, l'auteur de Fahrenheit 451, moins se méfier donc des IA pseudo-intelligentes que des humains aux intelligences malignes. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, l'intelligence artificielle générale, mythe ou réalité, avec Jean-Gabriel Ganassia. Les lecteurs nous pardonneront la qualité d'enregistrement qui a été partiellement améliorée par l'intelligence artificielle, je ne plaisante pas. Voici encore une limite de ces technologies pour ceux qui croient encore au miracle. L'amélioration est donc partielle mais pas totale. Merci pour votre compréhension vis-à-vis de ce problème indépendant de notre volonté. Eh bien, je suis avec Jean-Gabriel Ganassia. Bonjour Jean-Gabriel, je suis ravi que vous soyez là avec nous. Je suis un grand admirateur de votre livre qui s'appelait La singularité, qui était paru le mythe de la singularité, même en 2017, qui était un livre qui était assez précurseur. Et je vous propose d'ailleurs une réflexion sur ce sujet, parce que finalement, on n'en parle plus de la singularité aujourd'hui. On lui a changé son nom. Bonjour Yann, merci de votre invitation. Effectivement, je crois que c'est intéressant de reprendre ces projections transhumanistes qui sont faites sur l'intelligence artificielle, dont la singularité était l'un des avatars, si on peut s'exprimer ainsi, mais il y en a d'autres aujourd'hui. D'ailleurs, il y en avait déjà à l'époque, comme la super-intelligence de Nick Bostrom. Et aujourd'hui, il y a entre autres l'intelligence artificielle générale qui agite un certain nombre de grands acteurs de l'Internet. Oui, mais alors quand on change un nom comme ça, pour les vieux informaticiens comme nous, on sait qu'en général, quand on change le nom, c'est qu'il se passe quelque chose. Soit ça veut dire que le truc d'avant n'a pas réussi, soit ça veut dire qu'on essaye de noyer un peu le poisson. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est pas neutre en fait de changer le nom comme ça. Alors d'abord, la signification n'est pas tout à fait la même. Ce qu'on a appelé la singularité technologique était une idée qui est née dans les années 50, selon laquelle, à un moment donné, les machines deviendraient si puissantes qu'il y aurait une rupture dans l'histoire de l'humanité. Les singularités, c'est au sens de la théorie mathématique des singularités, un point singulier, et ce n'est plus un point singulier dans une courbe, ce n'est plus un point singulier de l'espace, comme les trous noirs, par exemple, qui sont des singularités gravitationnelles, mais c'est un point singulier dans le temps. Et c'est dans le temps de l'humanité, parce que ça veut dire que à un moment, les machines vont prendre le dessus. Alors, soit elles vont nous dépasser complètement, et à ce moment-là, l'humanité telle qu'on la connaît disparaîtra, ou elle sera sous le pouvoir des machines. Donc, les hommes deviendront des esclaves. Une autre possibilité, c'est que nous nous greffions avec les machines et que nous téléchargeons notre conscience sur des ordinateurs et que ensuite cette conscience puisse être réincarnée sur des robots. Donc nous poursuivrions notre existence au-delà du corps biologique. Et d'ailleurs, ça m'a amusé, j'ai écrit un petit roman sous un nom de plume un peu caché, c'est Gabriel Neige. Ce matin, maman a été téléchargée. C'est le cauchemar d'un jeune homme dont la mère décide de sauter le pas et de se
télécharger sa conscience, elle se réincarnait sur un robot. Ce qui est très déconcertant pour ce jeune homme, c'est qu'elle a choisi le plus beau corps possible. On comprend bien sûr cette dame, c'est un robot sexuel. Et ça, vous voyez, c'est l'idée de la singularité, c'est cette rupture, hein, et la possibilité de télécharger la conscience sur une machine. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale est différent. Hein, c'est l'idée que il y a, avec les techniques actuelles d'intelligence artificielle, des fonctions cognitives spécifiques qui sont simulées par les machines, mais que un jour, on sera capable de tout simuler. C'est au fond, c'est l'idée que l'intelligence, il y a une clé, hein, et qu'une fois qu'on l'a comprise, ça ouvre des espaces infinis et ça ouvre sur une super intelligence. Donc ça veut dire que le principe même de la singularité technologique supposait qu'il y avait une intelligence générale, puisqu'il supposait, hein, que toutes les capacités cognitives étaient simulables sur machine. Donc, au fond, l'intelligence générale est en deçà de la singularité technologique, et en même temps, on nous dit qu'on va y arriver. Et quand on parle d'intelligence artificielle générale, on ne parle pas de téléchargement de la conscience, hein, on parle juste de la capacité de fabriquer des machines qui ont une très grande puissance intellectuelle. Et ça rejoint un tout petit peu les projets de Nick Bostrom sur la super intelligence, hein, qui est se demander qu'est-ce qui se passe le jour où l'intelligence des machines est plus grande que celle des hommes. Donc vous voyez qu'il y a des liens, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord, d'un côté, il y a une vue transhumaniste, et de l'autre côté, il y a un peu une simulation, une sorte de vraie fausse intelligence qui fait croire à l'intelligence, mais qui la simule uniquement. Voilà, c'est ça. Hein, et c'est bien sûr l'idée que c'est un peu comme une quantité. Hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, hein, on va avoir des machines tellement puissantes qu'elles vont nous dépasser, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont prendre le pouvoir. Hein, ça veut simplement dire qu'elles vont pouvoir être meilleures que nous, et donc peut-être qu'il y a des tâches qu'on laissera aux machines parce qu'elles seront tellement meilleures que nous que ce serait criminel que de ne pas confier ces différentes activités à des machines. D'ailleurs, prochaine interview qu'on fera, ce sera une IA qui vous interviewera. Ce sera moins fatigant. Alors finalement, c'est une histoire qui est assez ancienne, ce que vous nous racontez, parce que cette histoire de la simulation d'une intelligence, ça me rappelle un vieux livre de Kurt Vonnegut, 1957, s'il me souvient bien, Player Piano, qui décrivait déjà un monde. Alors ça commençait avec un joueur d'échecs, c'était prémonitoire, avec un ordinateur, et puis ça finissait que la ville finalement se vidait de tous ses ouvriers et il n'y avait plus personne qui bossait. Mais pourtant, dans votre bouquin, vous nous parlez de mythe de la singularité en 2017. Alors moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est en 2023, ça fait beaucoup, ça fait 6 ans. Alors finalement, il y a toujours un mythe ou finalement non, on va y arriver? Alors, 2023 est une excellente date, car vous savez que les premiers auteurs de science-fiction qui ont parlé de la singularité technologique, et entre autres Vernor Vinge, disait que cette singularité adviendrait en 2023. Et donc, visiblement, elle n'est pas encore advenue. On ne sait jamais, ceci étant. Peut-être que nous sommes déjà tous téléchargés sur des machines. Quoi qu'il y ait des moments, on est assez... Quand on parle de simulation, on est quand même assez bluffé par certaines choses. Hein. Alors, c'est assez bluffant quand même. L'intelligence artificielle a fait des progrès considérables. Et le fait que des machines soient capables de maîtriser le langage, au point où, lorsqu'on leur pose une question, elles génèrent des textes qui sont bien construits, hein, à défaut d'ailleurs d'être pertinents, parce qu'il arrive qu'il y ait des absurdités dedans. De même, on est capable de fabriquer des images qui sont troublantes, de ressemblance avec des personnes, et on fait des vidéos aussi. Donc tout ça laisse songeur, hein, et ça... apprend beaucoup d'ailleurs, hein, sur le texte, sur ce qu'est une langue, hein, parce que jusqu'à présent, on pensait que la langue était d'abord une grammaire, et puis ensuite, c'est une syntaxe, hein, et puis un vocabulaire, et là on se rend compte que ce sont juste avec des probabilités qu'on peut reproduire ces capacités linguistiques. C'est vraiment passionnant du point de vue intellectuel, hein, ce type de choses.
Et ça ne veut pas dire que la machine, tout d'un coup, va prendre le pouvoir, qu'elle va avoir une volonté propre. Ça ne veut même pas dire d'ailleurs qu'elle va dire la vérité, parce qu'elle ne la dit pas. Il y a beaucoup de surdité dans ce qui est raconté. Ce sont des lieux communs. Elle parle comme on peut le faire dans certaines circonstances, mais bien sûr, de temps en temps, ça correspond tout à fait à ce qui se dit, mais ce qui se dit, quelquefois, est un peu absurde, et puis dès qu'on décale un tout petit peu la situation, il y a des choses qui sont carrément fausses. Je me suis amusé d'ailleurs à poser une petite énigme, et je me suis rendu compte que sur, en tout cas, plusieurs générateurs de texte, la réponse est fausse. C'est quelque chose d'amusant, parce que je dis par exemple, Elvire arrive après Jean. Jeanne est arrivée, quand Jeanne est arrivée, Jean était déjà là. Et ensuite, je dis, est-ce que Jeanne est arrivée après ou après Elvire? Il y en a un qui me dit non, elle est arrivée avant, l'autre, si, elle est arrivée après. Et il justifie chaque fois. Et pourtant, ça, c'est effectivement de la logique. Mais bon, je suppose que ce genre de raisonnement logique est couplable avec de l'informatique plus classique et que c'est tout à fait soluble dans les mois qui viennent. Tout à fait, c'est un problème très simple. On sait le résoudre. Il y a énormément de travaux là-dessus. Il y a des logiques temporelles, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ces machines extrêmement puissantes qui sont capables de générer des textes qui nous semblent très pertinents, en même temps, elles ne savent pas raisonner. Ce qui est normal d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de modules qui permettent de raisonner. On a juste des modules qui sont capables de choisir de façon probabiliste des mots. Ouais. Alors, ça a fait beaucoup de progrès, mais il y a ce mythe de la singularité. Mais bon, ceci étant, il y a des gens qui ont l'air d'être bien enseignés. Il y a un certain Sam Altman, je pense que vous le connaissez, qui nous dit notre mission est de nous assurer que l'AGI, l'intelligence générale artificielle générale, est finalement plus intelligente que les humains. Voilà, il y va carrément, il n'a pas peur. Mais il y a aussi, donc lui, c'est un marketeur, alors forcément, il essaye de nous survendre un peu la sauce. Mais Yann Lequin, qui est un peu moins marketeur, même beaucoup moins d'ailleurs, nous dit, c'est en substance parce que c'est analysé par quelqu'un d'autre, que le développement de l'intelligence générale artificielle, l'AGI, ne sera pas quelque chose qui arrivera tout de suite, mais qui va arriver de manière graduelle. Il y croit. Il nous a dit récemment que l'intelligence artificielle générative, celle qu'on connaît aujourd'hui, et qui est probablement déjà une vieille chose, était 50 fois moins, j'ai pas compris pourquoi 50, d'ailleurs, on n'est pas 48 ni 52 fois moins intelligente qu'un chat ou qu'un bébé, enfin bon, peu importe. Donc en gros, il n'a pas trop de mots assez durs contre l'intelligence générative, mais par contre, lui, il y croit aussi. Alors finalement, est-ce qu'il faut changer d'avis? Est-ce que vous seriez prêt à changer d'avis? Moi, je ne suis absolument pas prêt à changer d'avis parce que je crois qu'il y a un malentendu sur ce que signifie le terme intelligence. Il peut bien sûr désigner l'esprit, et on peut se dire, à un moment donné, une machine va avoir un esprit comme nous avons un esprit. Mais c'est pas du tout le sens que donnaient les pionniers de l'intelligence artificielle à cette discipline scientifique. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle, j'étais surpris parce qu'on me demandait qu'est-ce que vous faites dans la vie. J'ai fait de l'intelligence artificielle et ensuite les interlocuteurs que j'avais me disaient, est-ce que vous y croyez? Et je me disais, mais écoutez, c'est pas une question de croyance. Si vous faites de la physique, on va pas vous demander est-ce que vous croyez dans la physique. Si vous travaillez dans la banque, on vous dit est-ce que vous croyez dans la banque? On ne croit pas dans la banque. Ça résout des problèmes. L'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique. Ça, c'est clair. Alors, je crois que le malentendu vient de ce qu'ils pensaient que notre but était de fabriquer une machine qui, tout d'un coup, s'animerait d'elle-même, avec une volonté propre. Ça n'est pas ça. Ce que fait l'intelligence artificielle, c'est de stimuler les différentes fonctions cognitives. Quelles sont-elles, ces fonctions cognitives?
c'est la perception, c'est le raisonnement, c'est la mémoire, c'est la communication. Oui, tout ça, c'est ce qu'on est capable de faire. Et on a fait des progrès considérables en 68 ans, depuis le début de l'intelligence artificielle. Et on en a parlé tout à l'heure, la génération de texte est une faculté cognitive. La mémoire pas au sens de stockage d'informations, la mémoire au sens encodage de l'information, et puis ensuite une modification, transformation, exploitation de l'information, l'apprentissage, tout ça, ça relève de l'intelligence artificielle, et on a fait des progrès vraiment considérables. La perception, on est capable de reconnaître les visages bien mieux qu'un individu. On reconnaît un individu parmi des centaines de milliers, alors que nous-mêmes, on ne se souvient plus toujours des personnes qu'on a rencontrées. Donc, de ce point de vue-là, il y a des performances extraordinaires. Mais là où il y a un malentendu, c'est que lorsque on vous dit que la machine sera plus intelligente que l'homme, on suppose que c'est une question de plus et de moins. Or, ce n'est pas ça, c'est l'intelligence au sens où on la définit ici, c'est un ensemble de capacités cognitives. Et donc, il se peut effectivement que chaque capacité cognitive soit mieux simulée par des machines que ce qu'il y a chez les hommes. Mais ça ne veut pas dire que la machine aura plus d'esprit que les hommes, puisque la machine n'a pas de conscience. Elle ne se représente pas les choses. Elle n'a pas de volonté propre. En tout cas, c'est bien sûr la question qu'il faudrait poser. Alors, on va aborder cette question parce qu'elle n'est pas totalement indépendante. Puis, il y a un deuxième sens, un troisième sens d'intelligence, au moins, qui est l'ingéniosité. Quand on dit d'un élève, il est ingénieux, ou il est astucieux, ou il est intelligent, c'est la même chose. Il résout bien les problèmes de mathématiques. Alors, est-ce que les machines sont plus astucieuses que nous ? Alors là, ça dépend. Il y a des cas de figure, bien sûr, où elles sont meilleures. Mais ça fait très longtemps. On sait que les machines, elles jouent mieux aux échecs que nous depuis 25 ans maintenant. Et puis maintenant, elles jouent mieux aux jeux de Go. Donc, de ce point de vue-là, bien sûr, elles sont plus intelligentes. Mais ça ne veut pas dire qu'elles nous dépassent. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'elles ont, je crois que c'est ça qui est important, la volonté. Pascal, le grand Blaise Pascal, qui est... Nous, en tant qu'informaticiens, on lui a une tête toute particulière, puisqu'il est le premier à avoir fait une machine à calculer, la calculette, la pascaline. Il est né en 1623, donc ça fait un peu plus de 400 ans. Et il a dit, cette machine, elle fait des effets qui se rapprochent plus de la pensée que tout ce que font les animaux. Donc, de ce point de vue-là, on a la même chose avec les ordinateurs. Ils font des effets qui se rapprochent plus de la pensée que tout ce que font tous les animaux, y compris les hommes. Mais, c'est ce que disait Blaise Pascal, rien ne fait dire qu'elles puissent avoir de la volonté comme les animaux. Et c'est exactement la même chose avec les ordinateurs. Rien ne fait dire qu'ils puissent avoir de la volonté. Je crois que c'est vraiment là qu'est le nœud et le malentendu. Alors après, bien sûr, on peut énumérer toutes les performances des machines, et on a raison, c'est extraordinaire, mais on n'est pas sur le même registre. Alors concernant la conscience, on peut aller un tout petit peu plus loin, parce que un des pionniers du domaine, Yoshua Bengio, a écrit en août dernier un long article de 88 pages dans lequel il explique qu'aujourd'hui, les machines ont des indicateurs de conscience. Donc, il a repris les travaux qui ont été faits en neurosciences sur la conscience, qui sont en général d'ailleurs des travaux en neurosciences cognitives, c'est-à-dire qui essayent de stimuler les différents aspects de la conscience avec des ordinateurs, et il dit, on est capable de le faire. Alors, de toute façon, ça se mord un peu la queue, parce que c'est les neurosciences qui prennent comme modèle l'informatique, et ensuite, il dit, l'informatique est capable de simuler tout ça. Bon, mais surtout, il nous laisse entendre dans l'article, sans le dire tout à fait, mais en le disant un tout petit peu, que les machines auront une conscience bientôt. On y dit rien ne s'opposera à ce qu'elles aient une conscience. Et bien sûr, là encore, ça relève de malentendus, car le terme conscience, comme le terme intelligence, est éminemment polysémique. Donc, dire qu'une machine est consciente au sens où on projette dessus un animal, comme ce qui se produit, vous voyez, avec votre téléphone portable, vous dites, tiens, il sait telle chose, ou il sait pas telle chose, vous avez un robot aspirateur, puis vous dites, tiens, il va à tel endroit, parce qu'il sait qu'il y a de la poussière, vous lui attribuez des intentions. Ça s'appelle, en termes techniques, un agent cognitif, et ça, donc là, oui, la machine a un semblant de conscience, on appelle ça, un philosophe américain, Daniel Dennett, appelle ça des systèmes intentionnels. Mais ça pose pas de problème. Ensuite, la deuxième
signification du terme conscience. C'est au sens où on réfléchit. C'est-à-dire conscience, c'est la connaissance de soi-même. C'est qu'on est en train de se représenter, c'est-à-dire se rendre présent à soi-même pour se demander, voilà, je fais telle chose, est-ce que c'est bien? C'est pour ça qu'on parle de conscience morale, où on peut se dire, voilà, j'ai fait telle chose dans le passé, je peux m'améliorer. Alors, est-ce qu'on peut fabriquer des machines qui ont une conscience en ce sens-là? Oui, pourquoi pas? C'est que on peut avoir des machines, par exemple, qui apprennent en regardant qu'est-ce qu'elles ont fait dans le passé, et puis en essayant de faire en sorte que leur comportement futur sera plus efficace que ce qu'il y a eu dans le passé. Si elles ont hésité entre différentes voies possibles, dans telle situation analogue, elles n'hésiteront plus, elles prendront uniquement la bonne voie. Et de même, la conscience morale, dans mon équipe, on travaille sur l'éthique computationnelle, c'est-à-dire qu'on avant d'agir, la machine essaye de regarder les conséquences de ses actes et à partir de ça, elle va prendre ceux dont les conséquences se conforment plus à un certain nombre de prescriptions qu'on a données. Donc ça, c'est le deuxième point. Mais le troisième sens de la conscience, qui est le plus important, c'est celui de l'émotion. Alors, est-ce qu'une machine peut éprouver de l'émotion? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle éprouve de l'émotion? Et si elle éprouve de l'émotion, à ce moment-là, elle va se dire, ouais, mais moi, je veux faire en sorte d'avoir des bonnes émotions. Et donc, à ce moment-là, si vous me demandez quelque chose, je n'obéirai pas. Par exemple, vous me demandez à une voiture autonome, vous lui dites, voilà, je vais aller à tel endroit, je vais aller à la plage. Et elle dit, non, parce qu'à la plage, il y a plein de poussière, je ne j'aime pas du tout. Moi, je vais t'emmener au cinéma, dans un endroit où il y a des parkings très propres. Vous n'en avez rien à faire, c'est pas votre problème. Et ce serait dramatique, vous voyez, une machine comme ça. Heureusement, ça n'existe pas. Et je crois que c'est ça qu'il faut dire. Pour l'instant, il n'y a pas de machine. Et si jamais les machines avaient une conscience, ce serait une conscience qui serait tellement étrangère que on n'en ferait rien. Par exemple, oui, aujourd'hui, en général, cette conscience, je dis, c'est lié à ce qu'on aime. Et ce qu'on aime, c'est plutôt lié naturellement à ce qui est bon pour nous. Et en général, on a plutôt tendance à aimer l'eau parce que c'est vital. Et une machine, pour elle, l'eau, c'est la pire des choses parce que aujourd'hui, ça détruit complètement la machine. Donc, elle détesterait l'eau. En revanche, un petit peu d'électricité, comme ça. Pour nous, c'est assez désagréable, mais pour elle, c'est formidable. Ça la nourrit. Donc, vous voyez que on est totalement étranger à ces machines. Donc, vous voyez, quand on nous explique que les machines vont avoir une conscience, d'abord, on n'a aucun élément qui laisse entendre que ça puisse être vrai. Et si c'était vrai, ça ne changerait rien du tout. Il faut absolument éviter que les machines prennent des décisions par elles-mêmes. Il faut qu'elles soient toujours suivies. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Alors après, ce qu'on dit, c'est des grands acteurs comme ça. Hahnemann nous explique que ces machines, elles vont prendre le pouvoir. Et en fait, ce qu'ils veulent nous expliquer, c'est nous, on sait. Parce que on est les papes de l'intelligence artificielle, vous ne savez pas. Et donc, laissez-nous les clés de la maison, comme ça, nous, on va vous aider, on va être bon pour vous. Là, je crois qu'il faut se méfier. Je crois que, comme beaucoup de ces ingénieurs des très grandes sociétés du numérique, il est fasciné par ces machines. Et donc, il pense qu'il n'y a pas de limite à ce qu'elles feront dans le futur. C'est pour ça qu'il dit, elles vont être très, très intelligentes. Il veut simplement dire qu'elles vont réaliser des tâches mieux que nous. Et elles vont réaliser toutes sortes de tâches. Mais dans le moratoire qui a été rédigé il y a un peu plus d'un an par les grands acteurs de l'Internet. Alors, il n'y a pas Sam Altman, il y avait Yoshua Bengio, il y avait Geoffrey Hinton, il y avait tout un tas d'autres, je crois qu'il y avait Elon Musk, etc. Il nous disait, il faut arrêter l'intelligence artificielle générative parce que c'est très dangereux. Alors, il disait, il y a des esprits numériques dans les machines. Moi, je suis désolé, mais ça fait longtemps que je suis dans l'intelligence artificielle, j'ai jamais vu d'esprit numérique. Et ils disent, ces machines vont avoir une intelligence artificielle générale parce qu'elles sont plus intelligentes que nous, elles rivalisent avec nous sur des tâches générales. Et qu'est-ce que c'est qu'une tâche générale? C'est compliqué parce qu'on ne sait pas. Est-ce que parler c'est général? Non, il y a des gens qui font que parler, puis il y a des gens qui raisonnent, c'est pas la même chose. Alors on sait qu'il y a des bons en maths et des bons en maths. Et de façon plus générale, l'intelligence, les sciences cognitives nous le disent depuis longtemps, c'est différencier. Chacun a sa propre intelligence. Les techniques d'imagerie fonctionnelle cérébrale permettent de visualiser les zones actives de notre cerveau en fonction des tâches que nous réalisons
Et ces zones actives dépendent d'un individu à l'autre. Et d'autre part, on est capable de faire une cartographie du cerveau et on voit que les aires du cerveau ne sont pas développées de la même façon selon les individus, selon leur éducation, selon la génétique, etc. Donc tout ça nous laisse entendre que l'intelligence, elle ne peut pas être générale, puisqu'elle n'est pas générale. Par essence, l'intelligence est diverse. Et bien sûr, il y a des capacités intellectuelles, des capacités cognitives qui sont plus développées chez certains animaux que chez les hommes. Et puis parmi les hommes, on sait qu'il y a des champions dans une tâche particulière et puis être très mauvais dans d'autres tâches. Ouais. D'ailleurs, je n'aurais pas répondu à Elvire qui arrive avant Jean, parce que c'est pas vraiment ce que mon cerveau est capable de faire. Mais vous avez cité Geoffrey Hinton. Alors lui non plus, c'est pas un marketeur, et il a eu le prix Turing avec Lequin d'ailleurs au passage, sur les réseaux de neurones. Et dans une vidéo, je crois que c'est sur ABC il y a pas très longtemps, il avait l'impression de se faire peur. Alors sans nous parler d'esprit, parce que là on est dans le vaudou, donc c'est pas vraiment le sujet, mais quand le journaliste lui demandait si la machine pourrait se programmer elle-même, en fait, c'est même lui d'ailleurs qui suggérait ça, et il dit oui, en fait, il y a, c'est-à-dire, sauf si on met un garde-fou, elle pourrait très très bien se reprogrammer elle-même, et à la limite, on voit bien là une notion de conscience au sens peut-être pas au sens moral, mais au sens d'être, comment dire, au fait de ce qu'on fait soi-même. D'être conscient de ce qu'on fait soi-même, et la machine effectivement pourrait très bien, techniquement en tout cas, on l'imagine assez facilement, se reprogrammer ou corriger certaines de ses erreurs. Mais l'apprentissage machine, c'est exactement ça. C'est une machine qui est capable de réécrire son propre programme en fonction d'un certain nombre d'observations, d'expériences. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas nouveau. Ensuite, la question, c'est plutôt de savoir est-ce qu'elle a une volonté. C'est pour ça que Pascal pose admirablement le problème. C'est-à-dire, et c'est bien ce que dit Hinton aussi, d'ailleurs. Il dit, regardez, il fait des poèmes, et pourtant on lui a pas appris à faire les poèmes. Il s'est appris tout seul. Alors, oui, mais ça, c'est... Elle a appris tout seul, voilà. Donc il y a une forme de conscience. D'ailleurs, Andler aussi hésite sur ce sujet-là. Et il hésite de plus en plus, d'ailleurs. Dans son bouquin, il hésite un peu, il est sur un pied. Et hier, je l'entendais sur France Culture. Alors là, il disait, voilà, maintenant, je suis plus du tout sûr qu'elles ont pas de conscience. En fait, on ne sait pas, quoi, en fait. Mais je crois qu'il faut revenir sur la définition du terme conscience. Que la machine soit capable d'inventer. Ça, c'est quelque chose c'est une idée qui se développe depuis très longtemps. Alan Turing, dans son article en 1950, a réfuté un certain nombre d'objections à l'idée qu'une machine puisse être intelligente. Et parmi ces objections, il y en avait une qui disait une machine ne peut pas créer. Et il disait mais si, une machine peut très bien créer. Et il disait mais qu'est-ce que c'est être créé? C'est quelque chose qui va nous surprendre. Il disait mais moi je fais un tout petit programme qui a quelques lignes et il peut avoir un comportement qui n'est pas anticipable. Donc de ce point de vue-là, on peut faire des machines qui créent. Et il y a eu toute une histoire de la créativité sur les machines qui est bien antérieure d'ailleurs à l'IA générative. Oui. Les premiers poèmes d'ailleurs datent de 57. Voilà, il y a des musiciens qui ont commencé à créer très tôt. Oui, d'ailleurs, le début de l'intelligence artificielle, le programme qui a été rédigé en 57, il y a 7 points importants. Et le dernier point, c'était l'aléatoire et la créativité, la capacité qu'a une machine de faire quelque chose de neuf. Et ensuite, des artistes ont utilisé les ordinateurs, les musiciens d'abord. C'est le cas en France de Pierre Barbeau, qui est un grand pionnier dans le domaine. Des peintres, c'est le cas d'une peintre qui est décédée l'année dernière, Vera Molnar, qui fait des magnifiques tableaux avec cette machine. Puis, on continue aujourd'hui. Alors, avec, bien sûr, peut-être un débat sur la qualité de ce qui est généré, parce que c'est pas parce qu'on fait un peintre un show Van Gogh que d'abord que ça a un rapport avec Van Gogh et puis que c'est intéressant, mais peu importe. Mais la question elle n'est pas là. Est-ce que cette machine a une volonté propre qui s'opposerait à la nôtre? C'est-à-dire à un moment donné, elle décide de s'arrêter comme ça, vous savez pas pourquoi, ou au contraire. On décide de vous amener à un endroit que vous n'avez pas imaginé, c'est-à-dire qui ne correspond pas à l'objectif que vous avez donné. Et ça, a priori, on
vieux thème de science-fiction d'ailleurs. Hein. Il y avait un film néerlandais qui s'appelait The Lift, l'ascenseur, qui doit dater des années 80, où l'ordinateur de bord en fait de l'ascenseur était fait de cellules humaines. Et c'était l'histoire. Et donc, au bout d'un moment, ça finit par grouiller, à se reproduire de soi-même. C'est assez drôle, certainement, pour un scientifique. Et puis, elle décide finalement de... Alors, c'est un ascenseur qui devient tueur. Il s'ouvre et il finit par faire la guillotine, à monter, à descendre, à tuer des gens. C'est un thème de science-fiction. Bon, si je comprends bien, on peut encore dormir sur nos deux oreilles. On n'en est pas encore là, mais bon, on en est en même temps juste aux prémices, donc ça pourrait changer aussi. Alors moi, je crois que de ce point de vue-là, il n'y a pas de crainte à avoir. Les machines ne vont pas prendre leur autonomie. En revanche, la société se transforme et les enjeux majeurs sont politiques. Et là, bien sûr, je crois qu'il faut être très vigilant. En particulier, il faut se méfier de ceux qui possèdent ces technologies. Et donc, ce dont je crois qu'il est important de s'inquiéter, c'est de Monsieur Sam Altman. Il a tenté de nous endormir. Hein, c'est-à-dire à jeter une espèce de voile de fumée, à nous dire, mais c'est quand on regarde, le danger est là, mais en fait, non, c'est lui le danger. Hein, de même Monsieur Elon Musk, quand il vous dit, oh, ça c'est terrible. Moi, je veux vous protéger contre l'intelligence artificielle. Et je vais renforcer vos capacités cognitives. Je vais mettre des puces dans vos têtes. Comme ça, vous allez avoir une plus grande mémoire. Vous allez être plus intelligent. Et si on fait ça, c'est Monsieur Elon Musk qui décidera de ce qu'il y aura dans nos têtes. Et donc, ce sera la pire dictature que l'on a jamais imaginée. Voilà le danger pour le futur. Donc non, il ne faut pas se reposer sur nos deux oreilles. Il faut être vigilant, mais il faut bien regarder où jeter notre regard. Et de quoi est-ce qu'il faut se méfier? Donc si je comprends bien, et ça pourrait être notre conclusion aujourd'hui, c'est finalement, il ne faut pas avoir peur de ces machines ni de leur pseudo-conscience, ni de leur pseudo-intelligence, mais il faut se méfier des hommes intelligents qui pourraient les utiliser à mauvais escient. Tout à fait. C'est Ray Bradbury, qui est un grand auteur de science-fiction, à qui on demandait est-ce que vous avez peur des robots, et qui dit non, j'ai pas peur des robots, j'ai peur que c'est des hommes qui sont derrière les robots. Et c'est une excellente conclusion, et je pense effectivement qu'il y a quelque chose derrière à gratter. Merci beaucoup et bonne continuation. Et je crois que d'ailleurs vous allez bientôt sortir un nouvel ouvrage sur l'IA. Alors si j'ai bien noté, c'est l'IA expliquée aux humains, parce que justement, ce sont eux qui l'ont faite, mais ils ont besoin qu'on leur explique. Voilà, et ça sortira aux éditions du Seuil en septembre prochain. Eh bien, on fera en sorte de ne pas le louper, et puis on n'aura pas besoin d'expliquer à Sam Altman, parce que lui, il a compris, il est derrière. Il ne fait pas partie des humains, il est déjà un humanoïde. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.